Didier Foucault, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes là nous sommes à ce rendez-vous pour évoquer cette collection aux éditions Midi-Pyrénéennes, cette année-là. C'est une très, très belle collection prend, qui a pris naissance à Toulouse et qui, on va le voir, qui maintenant s'étend dans le sud et dans d'autres villes, pas seulement le sud, mais dans d'autres villes. Pour cette collection aux éditions Midi-Pyrénéennes, si vous êtes là, c'est parce que vous en êtes le directeur de la collection. Pouvez, on va peut-être commencer d'abord par vous présenter. Beaucoup de gens vous connaissent, beaucoup vous ont lu, beaucoup de citoyens toulousains ont vu une réalisation à laquelle vous avez participé, je pense à Vanini. En tout cas, vous, qui êtes-vous en quelques mots ou en quelques présentations, quelques mots de présentation universitaire? Bien, déjà, je suis un universitaire, donc un historien, spécialiste, comme nous disons dans notre jargon d'historienne, de l'époque moderne, c'est-à-dire l'époque qui va en gros de la Renaissance jusqu'à la Révolution. Et j'ai enseigné à l'université Jean Jaurès, après d'ailleurs avoir enseigné dans le secondaire en début de carrière. Et j'ai spécialisé mes recherches, plus particulièrement sur le XVIe et XVIIe siècle, en m'intéressant plutôt à des aspects culturels, notamment les formes de contestation radicale de la religion. Là, vous avez évoqué Vanini, qui a été un inspirateur de ce qu'on appelait le courant libertin au début du XVIIe siècle, qui a été exécuté à Toulouse, et auquel j'ai consacré ma thèse d'histoire. Et ensuite, j'ai élargi mes compétences à la fois vers l'étude du libertinage, mais aussi l'étude des sciences, en travaillant plus particulièrement sur la médecine et sur l'astronomie, et également sur les conditions générales dans lesquelles s'effectuaient les sciences au XVIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Mais Voilà, en gros. on reviendra sur tous ces thèmes parce qu'ils sont passionnants et nous avons l'opportunité de pouvoir en discuter avec un spécialiste. Donc, on va en parler longuement. Mais dans un premier temps, revenons à cette collection qui s'intitule Cette année-là et qui est aux éditions Midi-Pyrénéennes. L'idée de la collection, est-ce que c'est vous, Didier Foucault, ou le créateur des éditions, Bernard Sédène? Alors, ce n'est pas moi déjà. D'une certaine manière, Bernard Sédène a joué un rôle important. Et je crois que la première idée, c'est d'une conversation entre justement Bernard Sédène et le directeur d'Ombre Blanche, au cours d'une conversation, regrettait qu'il n'y ait pas à Toulouse. Il y a certes des ouvrages d'histoire importants et très utiles qui existent, mais ce sont souvent de gros volumes, qu'il n'y ait pas de petits volumes assez synthétiques, mais également rigoureux sur des points particuliers touchant l'histoire de Toulouse. Et cette idée donc a germé dans la tête de Bernard Sédène. Donc, Bernard Sédène, qui est un éditeur toulousain, il est installé à Portet sur Garonne. Il publie toujours depuis maintenant une quinzaine d'années un magazine trimestriel consacré au patrimoine, c'est d'ailleurs le titre, le patrimoine, et donc avec beaucoup de collaborations d'historiens de l'art, d'historiens ou d'universitaires, également de conservateurs et de personnes qui sont dans le milieu des arts, du patrimoine, de l'urbanisme, etc. Et donc, cette idée a germé dans la tête de Bernard Sédel, qui, parallèlement à ses publications de magazines, a aussi une collection de livres. Et l'idée, donc, c'était de voir si on ne pouvait pas faire quelque chose qui correspondrait à une collection. Et il nous a réunis à 3 ou 4 collègues à moi, et nous avons échangé, et disons, le principe, le format, le concept, pour parler un peu pédante, de façon pédante, qui est sorti de nos cogitations, correspond à ces petits livrets qu'on a décidé d'appeler cette année-là à Toulouse, puisque ça va se décliner aussi très prochainement maintenant dans plusieurs autres villes françaises.
D'accord. Et le format, justement, le format est toujours le même, Oui. 60 000 signes, et la composition est toujours la même. Est-ce que vous pouvez, alors, d'abord le décrire et ensuite comment cela vous est venu? Alors donc, au départ, la première idée, c'était pas de faire de grosses sommes sur l'histoire de Toulouse, mais faire des ouvrages relativement faciles à lire, donc destinés au grand public, mais avec une exigence aussi que nous avions et que nous conservons, c'est de faire des ouvrages très rigoureux. Car vous savez, dans le champ de l'histoire, un peu n'importe qui peut écrire n'importe quoi, et parfois il y a des ouvrages qui sont quand on les juge en tant qu'historien, de très mauvaise qualité, mais qui peuvent bénéficier parfois d'une Oui, grande publicité. ouais. Donc, notre idée, c'était d'investir ce terrain de la communication vers le grand public, de ce qu'on appelle la vulgarisation au sens le plus noble du terme, de l'investir en offrant des ouvrages de qualité, mais offrir des ouvrages accessibles pour des gens qui s'intéressent à l'histoire et qui ont envie c'est aussi, disons, un des points importants de s'intéresser à l'histoire de leur ville, puisque notre propos est centré au départ sur Toulouse, même s'il va se décliner sur d'autres cités françaises. Et donc, nous avons essayé de réfléchir à comment régler en quelque sorte ce problème qui se posait à nous, faire de l'histoire dans une petite dimension, puisque 60 000 signes, c'est 48 pages d'un petit format, là, vous l'avez montré tout à l'heure. Donc, c'est des petits ouvrages de poche. Et donc, il nous a semblé qu'il fallait se centrer sur un événement et l'idée d'une date marquée par un événement plus ou moins important. Au départ, on s'était focalisé sur les événements importants et puis, avec le développement de la collection, on s'est aperçu qu'on pouvait faire aussi des choses intéressantes à partir des dates qui parlent moins aux Toulousains, mais qui peuvent aussi éveiller leur curiosité. Donc, à partir d'une date, d'un événement, d'une série d'événements concentrés autour d'une personne de problèmes politiques, religieux, culturels ou autres, essayer de proposer un ouvrage qui ne s'en tienne pas non plus à l'événement simplement. Oui. Donc, vous en êtes arrivé à un format qui soit accessible à tous, qui soit finalement dans cette œuvre, comme vous dites, noble de la vulgarisation. Et ce format, c'est 48-50 pages. Est-ce que c'est quand on voit ça, on a en tête d'autres dans l'historique de l'édition, quoi, le que sais-je, par exemple, ou des Oui, éléments comme cela. c'est un peu, je dirais, dans le même créneau que Voilà. l'on se situe, c'est-à-dire des petits ouvrages faciles à lire, qui ne nécessitent pas beaucoup de temps. Il y a des histoires de Toulouse qui font 600, 800 pages. C'est certes très intéressant, mais ce n'est pas, je dirais, des choses que l'on prend comme ça spontanément. Là, on peut à une soirée ou lors d'un voyage en train ou en avion lire un titre très facilement. Mais le challenge, en quelque sorte, pour utiliser une expression un peu à la mode, le challenge, c'était d'offrir quelque chose de qualité, Oui. donc de concentrer en peu de place quelque chose qui soit à la fois accessible, mais aussi de qualité. Donc, Le faisant appel déroulé, à des recherches historiques, à des historiens confirmés ou des spécialistes des sujets que l'on oui, traitait. ouais, on va en reparler du contenu parce que rien que moi je sais que j'en ai lu 5 à la suite, quoi, et je me suis régalé à chaque fois, et tout en sachant comment ils allaient évoluer, c'est-à-dire que à chaque fois c'est un volume en 3 parties. Voilà. Donc, notre idée, effectivement, c'est de partir de l'événement, car très souvent, c'est ce qui attire le lecteur. Hein. Par exemple, on va publier très prochainement, pour cette rentrée, 2001, l'explosion de la ZF. Ouais. C'est un événement qui parle, bien sûr, aux Toulousains, euh, mais si on s'en tient à expliquer que la ZF a explosé, que ça a brisé tant de vitres, que ça a fait tant de blessés, tant de morts, ce qui est bien sûr des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut dire, et qui ont marqué profondément beaucoup de Toulousains de nos générations, en tout cas, et qui restent dans la mémoire de beaucoup de monde. L'idée, c'est ensuite d'aller au-delà, c'est-à-dire essayer de comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'était que cette usine, l'ONIA,
qui était resté dans la mentalité toulousaine sous son ancien nom, qui avait été créé dans les années 20, l'ONIA, qui s'était transformé en plusieurs noms et qui a fini sous le nom de la ZF. Qu'est-ce que c'était l'ONIA? Et l'ONIA a représenté vraiment un élément du patrimoine industriel et social de Toulouse entre 1920 et l'an 2000. C'était quelque chose d'important pour les Toulousains, et puis brusquement, c'est devenu le symbole d'une catastrophe. Donc, expliquer tout cela, à la place de l'ONIA, etc. Et puis aussi, voir ce qu'il en est resté, puisque depuis 20 ans, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de controverses, des procès retentissants et une mémoire vive aussi qui reste dans la tête des Toulousains. Donc, cette idée, donc, trois parties, l'événement tel qu'on peut le décrire, le présenter avec ses acteurs. Une seconde partie, essayer de présenter le contexte, c'est-à-dire voir en quoi cet événement concerne l'histoire de la ville, bien au-delà des quelques jours ou des quelques moments sur lesquels se concentre l'événement. Et puis aussi, dans la mesure où cet événement a marqué la cité, ça peut être des événements très anciens ou des événements plus récents, voir comment la mémoire de cet événement a subsisté, parfois conflictuellement, parfois de façon plus consensuelle, et puis également aussi quelles traces il reste, par exemple, dans l'urbanisme, dans les institutions de ces événements. Donc on a ces trois parties, et c'est en quelque sorte la feuille de route qu'on donne aux auteurs, en disant essayez de nous faire quelque chose à partir d'un événement, bien sûr, qu'on discute ensemble et qui intéresse l'auteur, mais en disant, voilà, on aimerait bien d'abord l'événement, ensuite le contexte, et en troisième lieu, la mémoire et ce qu'il en reste dans la vie toulousaine. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant en le lisant. C'est-à-dire que ça commence à chaque fois un peu comme un récit d'aventure, parce que l'histoire, c'est des aventures. Et puis, ensuite, ça prend de la profondeur, et après, cela nous ramène à notre présent. Et en tant que lecteur, on vit un voyage absolument passionnant. Et c'est vrai que, puisqu'on fait une boucle, même si on part de 1200, du XIIIe siècle, il y a une boucle qui nous ramène à nous-mêmes. Et finalement, c'est ça aussi qu'on attend de l'histoire. Et là, on nous le propose. Voilà, et je dirais que pour des historiens, ce qui est bien sûr mon cas et celui de la plupart de mes collègues qui ont travaillé à ces livres ou qui travaillent, puisqu'on en a beaucoup en préparation, justement, c'est une façon aussi de montrer que le travail de l'historien, ce n'est pas simplement de raconter un récit, même si ça fait partie, je dirais, de notre démarche, mais la recherche historique depuis déjà de longues années, je pourrais même dire des siècles, a essayé d'aller plus loin, interroger justement la profondeur des sociétés, et puis aussi interroger la mémoire. Histoire et mémoire, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si on peut aborder la question de mémoire en historien. Et là, il y a eu de très grands travaux qui ont été faits sur ce sujet, et nous essayons de nous en inspirer pour faire comprendre aussi au grand public que l'histoire, ça peut se traiter de façon très diverse et en même temps de façon enrichissante. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de vendre du papier pour passer du bon temps, même si c'est pas négligeable de passer une heure ou deux agréable à la lecture de mon livre, mais c'est aussi, je dirais, faire comprendre ce qu'est notre ville, par exemple, ce qu'est son histoire, ce que nous y faisons et ce dont nous sommes les héritiers d'une certaine manière. Et l'autre grande qualité de chacun de ces ouvrages, c'est cette nécessité d'aller à l'essentiel. Et là, en tant que lecteur, encore une fois, je ne me suis pas perdu dans un... J'aime beaucoup les livres d'histoire, j'en fréquente énormément, mais parfois je m'enlise dans des documents qui sont redondants au texte de l'historien ou dans des explications qui sont tellement pointilleuses que finalement on s'ennuie un peu. Là, on est dans l'essentiel. Et c'est vrai que c'est comme cela probablement que vous l'avez voulu, cette volonté de synthétiser, d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre un travail de vulgarisation et un travail de recherche, je dirais, universitaire pointu.
Il est bien évident que quand nos auteurs font des colloques ou rédigent une thèse ou un ouvrage d'histoire, je dirais, à partir de recherches, de longues recherches en archives, etc., il y a tout cet appareil critique de longues notes, des citations, etc., parce que c'est nécessaire, et des bibliographies qui font des pages entières, ça c'est nécessaire. Mais à un moment donné aussi, il faut pouvoir s'abstraire de ce travail très pointilleux pour en tirer l'essentiel, car le grand public, des gens qui ne sont pas des historiens de profession, ne sont pas intéressés, comme d'ailleurs dans toutes les sciences, ne sont pas intéressés par les détails du quotidien du chercheur, mais ce qui intéresse, c'est le résultat. Quand on s'intéresse à l'astronomie, ce n'est pas pour détailler des centaines de pages d'équations, mais c'est pour avoir des connaissances sur l'univers, etc. Donc il faut, à un moment donné, faire le point sur un état des connaissances, et c'est pour ça qu'on a fait appel à des historiens confirmés, des spécialistes des sujets que nous traitons, faire un état des connaissances et les transmettre au grand public de la manière à la fois agréable, en essayant aussi d'avoir un effort d'écriture. Nous demandons à nos auteurs d'écrire des livres, de beaux livres, pas du jargon, se rendre accessible, et ça c'est important quand même, parce qu'autrement on peut décourager le public en mettant dans la première page 12 termes que personne ne comprend. Et on se fait peut-être plaisir à soi-même, on fait plaisir à 3 ou 4 collègues qui vous lisent, mais au-delà on devient complètement illisible. Donc il nous semble que quand on traite de questions historiques, on peut utiliser un vocabulaire, je dirais, accessible. Quand il faut utiliser les concepts, on demande bien sûr aux auteurs de les expliciter, ces concepts, de les rendre accessibles, et c'est tout à fait réalisable. Et de ce fait, donc, avoir des ouvrages qui puissent être lus facilement et procurer un plaisir de lecture aussi, ce qui n'est pas négligeable. C'est ça, c'est à la fois encyclopédique et très agréable. On va en parler en déclinant un peu le programme, c'est-à-dire qu'on a un peu ici l'ambition primordiale, l'ambition originelle de nos encyclopédistes du 18e, on retrouve un peu cela, mais on va en parler en parcourant le catalogue. Pour l'instant, je vous propose, je vais partager l'écran afin de partir un peu à la rencontre de Barbara, non pas Barbara la chanteuse, ça ce sera plus tard, mais dans un premier temps, Barbara par Prévert. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu as tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang?
Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Bara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. YouTube Premium propose des vidéos sans publicité pour finaliser votre J'essaie nouveau... de l'arrêter et voilà. C'est vrai que cette chanson est un merveilleux exemple un peu de ce que vous faites dans cette collection. On a un épisode, cette rencontre, un arrière-plan, la guerre, un élargissement, quelle connerie la guerre. Ouais. Et en même temps, on a une chanson qui reste pour les Brestois, un élément justement qui leur rappelle cet épisode tragique de ces bombardements qui ont détruit la ville, que Prévert décrit au tout début, quoi. C'est ça. Et alors, c'est le genre de chanson qu'on passe plus à la radio, parce que maintenant, les radios, et nous, sur Radio Colavive, comme sur la page YouTube des Braïca, on n'en a rien à faire, parce que les radios, maintenant, ils ont réduit les chansons à 2 minutes et demie. Pendant des décennies, ça a été 3 minutes et demie, et maintenant, c'est encore raccourci. Mais parfois, ça a du bon de raccourcir pour aller à l'essentiel, parfois non. Là, votre collection, ça a du bon. Alors, on va l'égrener ensemble. Je ne veux pas vous poser une colle, mais est-ce que vous avez le nombre pour l'instant de titres parus pour Toulouse? Je crois que nous sommes à 21, si je ne me trompe pas. D'accord. 21, et nous préparons la sortie de 3-4 titres pour la rentrée, même certainement un peu plus dans le courant de l'automne. Bon, et nous avons débuté la collection à l'automne 2018. Oui. Donc, nous sommes une collection assez jeune, mais qui est très productive. C'est ça. Et je dois dire que nous en sommes un peu surpris. Et nous sommes aussi surpris, notamment, de l'intérêt que ça a suscité chez nos collègues qui, pour la plupart d'entre eux, se sont montrés intéressés, ont proposé des titres. Et même si parfois ils ont décliné, ce n'est pas pour renoncer définitivement, mais c'est à cause de travaux qui sont en cours, de recherches qui les mobilisent. Mais l'intérêt, c'est aussi une satisfaction pour nous d'avoir suscité justement l'engouement des auteurs, car pour faire des livres, il faut des auteurs. Oui, c'est vrai, mais aussi des lecteurs. En tout cas, ce que j'ai entendu autour de moi quand j'en ai parlé, on m'a dit wow, c'est une super collection et c'est une collection qui marche bien. Alors, je ne vais pas vous demander les chiffres. Je ne les ai pas là. Voilà, c'est pour ça. C'est l'éditeur qui contrôle ça. Et les libraires ont plaisir à les diffuser aussi. Alors, vous avez dans le catalogue, c'est présenté en ordre chronologique. On ne va pas remonter je ne suis même pas arrivé à compter ça, moins 3900, donc j'allais compter en siècles, mais je ne sais même pas combien ça fait. Mais tout ça, enfin, on va plutôt aller vers, on va se promener à l'intérieur de cette collection. Oui. Et ce que je trouve génial, hyper intéressant, c'est qu'on a
pour une ville, donc pour l'instant Toulouse, on a comme cela un panorama qui est très large. Cela va du foot à Airbus en passant par la retirada. Oui, oui. Vos Et choix, même 3900, même 3000. c'est C'est quoi 3900? Alors en fait, quand nous avons discuté avec notre collègue Jean Vaquet, euh, qui est un préhistorien éminent, spécialiste du chasséen, qui est une époque du néolithique, donc la fin de la préhistoire, et que nous lui avons proposé en disant nous faisons des titres à partir d'une date. Il nous a dit la première chose, c'est que moi, en préhistorien, je suis incapable de vous donner une date. Oui, Et en plus, quand on lui a présenté le schéma, il nous a regardé avec de grands yeux en disant ils sont un peu fous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent me proposer à moi? Et on a discuté, et en fait, on s'est aperçu que autour de 3900, bien évidemment, il n'y a pas le tampon oui. de la mairie qui fait foi. Il y a eu du côté de Seyss, à côté de Blagnac, un grand incendie dont on a les traces. D'accord. Et aujourd'hui, avec le carbone 14, on a pu dater cet incendie aux alentours de 3900. Et cet incendie, en fait, concerne une installation d'hommes préhistoriques du néolithique, c'est-à-dire les premiers agriculteurs, les premiers éleveurs, une installation très très intéressante qui montre toute une série d'activités anthropologiques, des fêtes, des grands banquets, des rencontres peut-être pour des échanges économiques, etc. Et donc à travers cet épisode d'un incendie, qu'on pouvait dater même de façon un peu approximative, c'était en fait toute une description de la région toulousaine, puisqu'on a des chasséens à Portet-sur-Garonne, à Balma, enfin à différents endroits, et certainement aussi à Toulouse, mais on a tellement de bâtiments et de vestiges archéologiques que le néolithique est enfoui à plusieurs mètres, a certainement été détruit. Donc il y avait des habitants dans cette zone qui avaient des formes de société très élaborées, et Jean Vaquer, qui connaît très bien cette période, nous a fait une description, en quelque sorte, de la vie à Toulouse autour de moins 3900, à partir de cet épisode, qui est un épisode réel d'un grand incendie qui a détruit une partie des fortifications qui étaient en bois. Et c'est grâce à l'analyse du bois qu'on a pu dater cette installation. Donc oui, voilà un peu. C'est ça. C'est-à-dire voilà. qu'on a des titres, on va le voir, qui sont plus ou moins attendus. Airbus, Saint-Saturnin, en tout cas Saturnin, oui, qui est devenu Saint-Saturnin. Puis d'autres, on se demande, et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette série, puisqu'on parle, les jeunes sont tellement attirés par les séries. Là, les éditions Midi-Pyrénéennes, vous avez fait votre série aussi. Et par exemple, le roi Visigoth, qu'est-ce qu'il vient faire là? On est en 419. Mais Toulouse a été quand même la capitale d'un État. Ah. Et c'est la seule fois, pendant 100 ans, on a été la capitale du royaume et des Visigoths, là, qui fait partie de ces peuples dits barbares venus les Ostrogoths. Voilà. Les Ostrogoths les Alamans, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales, etc., qui ont laissé de plus ou moins bons souvenirs des endroits où ils ont passé, mais la civilisation visigothique a été une civilisation très brillante, qui ensuite s'est repliée sur l'Espagne, mais pendant une centaine d'années, les Visigoths ont eu pour capitale Toulouse, et il y a eu malheureusement, et c'est évoqué dans le livre, dans les années 80, lorsque l'on a détruit l'ancien hôpital Larrey au bord de la Garonne, à côté de la place Saint-Pierre, on a trouvé, les archéologues, dans des fouilles préventives, ont trouvé les vestiges de l'ancien palais des rois visigothiques. D'accord. Et malheureusement, à l'époque, on respectait moins le patrimoine qu'aujourd'hui. Ça a été étudié pendant quelques semaines par les archéologues, et puis ça a été détruit, et maintenant on a les bâtiments du conservatoire et différents édifices, mais les traces ont été perdues. C'est une grande perte parce que les vestiges du monde visigothique sont assez peu nombreux, et là on est passé peut-être à côté de quelque chose. Ça a été quand même étudié, et je me rappelle mes collègues historiens un peu plus âgés que moi avaient beaucoup protesté à l'époque face à ce saccage d'un des vestiges les plus prestigieux de l'histoire de Toulouse. On a
j'ai l'impression que beaucoup de ces livres doivent être absolument lus et presque appris par cœur par les personnes, comment on appelle cela? Les personnes qui font des visites touristiques, là, les Ah, guides ben, on touristiques. espère, en tout cas, les guides. Bah, Ils ont parce eux que, aussi, je pense, une connaissance de l'histoire de la ville, hein, qui est précieuse. ouais, mais Mais, là, mais ils là, ont je pense que en les 50 travaux pages, ils ont l'essentiel oui, à oui, bien sûr, dire. bien sûr. Ouais, c'est ça. Et autre surprise, euh, pour moi en tout cas, 1721, la visite d'un sultan. Voilà. Alors, c'est l'ambassadeur du sultan, pas le Ah, sultan quand même. le sultan, non, quand même pas. D'accord. L'ambassadeur, mais Élisabeth. c'était quand même un cortège de 80 personnes enturbanées et qui avec un grand décorum. Et en fait, pourquoi se sont-ils trouvés à Toulouse? Ce qui est intéressant, et Mathieu Grenet, qui a étudié cela et qui est un spécialiste justement de l'histoire de la Turquie et de la Grèce, euh, euh, pourquoi se sont-ils trouvés à Toulouse? Eh bien, c'est parce qu'en 1720-21, il y a eu la peste à Marseille. Une D'accord. peste terrible qui a fait 30 000 morts. Et le bateau qui devait accoster à Marseille, remonter la vallée du Rhône pour une ambassade auprès de Louis XV, ou en tout cas du régent qui gouvernait à la place de Louis XV à cette époque-là. Ce bateau a été détourné vers Sète et ensuite par le canal du Midi, il est arrivé à Toulouse aux grandes dames des Capitouls qui ne savaient pas du tout quoi faire de 80 Turcs qui débarquaient comme ça. En plus, pas n'importe qui, c'était l'ambassadeur du sultan, hein, qui était un grand allié de la France à l'époque. Et donc, ça a fait tout un remue-ménage, d'autant que le long du canal du Midi, à l'époque, les barques allaient lentement. Eh bien, de Sète jusqu'à Toulouse, tous les badauds des villages alentours sont venus regarder passer Eh oui. l'ambassadeur du Grand Turc avec et nous sommes à 2 ans près à la publication des lettres persanes de Montesquieu. Ouais. Donc, comment peut-on être persan, hein, disait C'est Montesquieu. ça. C'est comment peut-on être turc, là? Il faut s'imaginer ces paysans du Lauragais, ces Toulousains qui étaient au bord du canal du Midi, qui voyaient débarquer ces gens-là, et les malheureux capitaux qui savaient absolument pas quoi faire, comment recevoir dignement, avec tous les usages diplomatiques, parce qu'ils n'avaient pas été prévenus et qu'ils arrivaient un peu de façon inopportune. Et donc, c'est assez intéressant parce que Ah ouais. ça montre un peu le choc de civilisation, on peut dire, et en même temps, ça permet de décrire un peu les mentalités toulousaines après le règne de Louis XIV, au début du règne de Louis XV, ce qu'on appelait la Régence. Oui, parce qu'on n'est pas loin non plus de la cérémonie du mamamouchi, du grand mamamouchi, à la Voilà, fin voilà. du bourgeois gentilhomme de Il y a tout cet Molière. univers et c'est l'opéra de Mozart. Oui, Enfin, bien sûr, voilà. l'enlèvement au sérail. Oui, Vers Serra, il y a les turqueries, c'est l'époque aussi où on traduit les mille et une nuits aussi. c'est vrai. Il y a toute une fascination pour cet Orient, la Turquie, la Perse, etc. Et avec bien sûr une difficulté, notamment pour les simples gens, les gens du peuple, ou même tout simplement des capitaux de Toulouse, justement de percevoir la complexité de ces représentants de civilisation qui étaient très mal connus hein, à cette époque-là. Alors, Donc c'est assez intéressant de mettre en évidence ce rapport oui. culturel. Et justement, quand on regarde un peu tout le catalogue, et on évoque à peine quelques éléments, moi j'avais le sentiment que Toulouse, jusqu'en 1970 quasiment, n'était qu'un bourg. Et finalement, Toulouse n'existait pas vraiment ou existait à l'ombre de Bordeaux. C'est une énorme bêtise là que je formule. Alors, il y a beaucoup de Toulousains il y a toujours une vieille rivalité Toulouse-Bordeaux, beaucoup de Toulousains qui vont peut-être être choqués par cela. Euh, en fait, et là, c'est des points sur lesquels on revient. Jean-Marc Olivier, qui a écrit le livre consacré à Concorde et celui consacré à Airbus, euh, est aussi un chercheur en histoire économique qui, avec son équipe, montre que cette image qu'on avait d'un des grands historiens toulousains qui a été le doyen de la faculté, qui s'appelait Jacques Godechaux, qui avait publié les textes dans l'histoire de Toulouse paru chez Privat dans les années 60, parlaient de Toulouse le gros village.
En Ouais. gros, jusque voilà, aux années 50, 60. En fait, on s'aperçoit que Toulouse, effectivement, est passé un peu à côté de la révolution industrielle si l'on perçoit la révolution industrielle sur le modèle anglais, c'est-à-dire de grandes usines telles qu'on en voit dans le nord ou dans l'est de la France, Et dans on la voit région toujours mal lyonnaise ou à aujourd'hui. Paris. Ouais. Euh, mais en fait, il y avait toute une activité industrielle très, très importante qui remontait parfois jusqu'à la Renaissance ou au XVIIe siècle, mais qui se faisait dans des petits établissements avec peu de moyens mécaniques, des moyens techniques assez rudimentaires, par exemple l'utilisation de la force de l'eau avec des moulins, mais il y avait une activité industrielle et artisanale très très importante à Toulouse et dans la région toulousaine, qui participait de la prospérité de la France à côté des grandes usines très visibles. Et cette image d'une révolution, enfin d'une période industrielle qui serait un peu calquée sur le modèle anglais, comme on l'a longtemps développé, cette idée d'un take-off, d'une révolution industrielle brutale, avec le charbon, la métallurgie, le chemin de fer, etc., c'est bien sûr un aspect de la révolution industrielle, mais on s'aperçoit que, notamment en France, c'est un pays où cette révolution s'est faite de façon beaucoup moins brutale qu'en Angleterre, peut-être en Allemagne, avec le maintien pendant très longtemps de ce qu'on appellerait aujourd'hui les PME, et qui ne sont pas très visibles, mais quand on se donne la peine, c'est le travail des historiens, d'aller rechercher des archives, d'aller les étudier, on s'aperçoit qu'il y avait une activité très très importante. Et par exemple, Rémi Pêche a fait un petit livre sur la commune de Toulouse Ouais. en 1870, et justement, il rappelle que Toulouse était une grande ville ouvrière. Mais ce n'était pas le prolétariat industriel qui par centaines sortait des usines ou des mines, c'était des ateliers où il y avait quelques dizaines de personnes qui travaillaient, mais ça faisait en masse, ça faisait des milliers et des milliers de travailleurs, hommes, mais aussi des femmes. Ouais. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que dans la collection, cette année-là, aux éditions Midi-Pyrénéennes, on a à la fois ce qui est attendu et ce sur quoi on lit avec grand plaisir, parce que on veut savoir un peu plus sur le bouclier de Brennus et donc le rugby. On veut savoir un peu plus sur le TFC, le football, ou sur Airbus et des choses comme cela. Et puis on a des surprises, et c'est ça que j'adore, moi. Ce sont ces surprises-là. Est-ce J'ai une question qui est un peu en marge. Est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie, ou ce sera pour plus tard, d'en faire un coffret? Je trouve que c'est un magnifique coffret à offrir. Alors, c'est une idée que nous avons eue. Pour l'instant, ça pose des problèmes, notamment financiers, puisque c'est des ouvrages qui ne valent pas très cher. Ils valent 6,80 €. Oui, Voilà, 6 euros. je fais la publicité. Oui, oui, Donc, mais c'est aussi un aspect de notre effort de vulgarisation, c'est de faire des ouvrages bon marché. Et un coffret par rapport au coût de production, ça représente une part un peu importante. d'accord. Mais l'idée peut-être qui germera dans quelques temps, c'est peut-être de regrouper dans un seul volume Oui. voilà, une série de dates. Mais ça, je dirais que c'est des choses que nous n'envisageons pas encore parce que il nous faut d'abord élargir, il nous manque des périodes, Oui, il y a beaucoup de points que l'on voudrait développer, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps, et puis il faut trouver aussi des auteurs qui c'est sont ça, vous le disponibles. disiez au début. Chaque question, il faut chercher un spécialiste. Donc, nous espérons peut-être effectivement offrir d'autres moyens de présenter la collection, par exemple en regroupant dans un volume une dizaine ou une quinzaine de titres autour d'une thématique ou d'une période. Oui, Ça, on n'a pas encore envisagé la chose, mais c'est des idées dont on oui. parle comme ça un peu à temps C'est vrai perdu. que c'est vrai que même, je vois d'un point de vue scolaire, on est quand même éduqué, voire dressé à travailler par période, soit par siècle, comme dans les Lagarde et Michard, en littérature, dans nos années lycée, soit par période plus vaste, la modernité, qui peut chevaucher 2 siècles. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir comme cela un cadeau, enfin, un cadeau coffret, parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis chacun s'y On est retrouve. ravis. Moi, c'est ça que ben, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection. Et c'est qu'on,
quand je lis celui de Colette Zitnikis en 1962, bon, moi, mes parents ne viennent pas d'Algérie, mais je retrouve des éléments qui concernent mon identité. Quand je lis celui de Sylvie Mouisset, justement sur la peste, en 1628, évidemment, on se rappelle notre période Covid qui est encore là, même si on enlève bientôt les masques. Et il y a un passage que j'ai trouvé savoureux et qui nous renvoie à tous ceux qui rejettent la science. Ah, on va en parler de ça, de la science. Quand elle parle d'une solution qui avait été proposée, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire. On pourra mettre sur la bosse on pourra mettre sur la bosse. Donc, on est c'est pour soigner de la peste et soigner le bubon, le fameux bubon. On pourra mettre sur la bosse, donc sur le bubon, plusieurs poulets ou poules, toutes en vie, ayant le cul plumé, et les y tenir l'espace d'une demi-heure en leur fermant le bec, afin qu'ils soient contraints d'attirer l'air par le cul et conséquemment le venin. Quelques-uns divisent les 10 poulets ou poules par le milieu et les appliquent sur la tumeur, ce que je ne trouve pas mauvais. Et j'ai l'impression, ici, on a tellement entendu de bêtises, j'en sais rien, de points de vue différents, que là, on en avait un à cette époque-là. Voilà, mais il faut quand même, pour être juste avec nos ancêtres, se rendre compte qu'ils avaient mis au point toute une série de mesures dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles ne sont pas si idiotes que ça. Par exemple, l'idée de confinement, de quarantaine, ça a été alors on ne savait pas trop pourquoi ça marchait, mais on s'était rendu compte que ça marchait. Oui. Par exemple, les quarantaines, c'est les Vénitiens qui avaient des ports en relation avec tout le monde méditerranéen et qui donc étaient susceptibles d'importer le bacille de la peste qui se transporte notamment par les puces et par les rats. Et donc, les Vénitiens s'étaient rendus compte que quand un bateau arrivait d'une zone pestiférée, si on le mettait en quarantaine dans un endroit isolé du port et que l'on s'aperçoive qu'au bout d'un certain temps, tous les gens étaient vivants et en bonne santé, on pouvait débarquer les marchandises. Si les gens étaient malades, on renvoyait le bateau et on refusait qu'ils débarquent. Et j'ai parlé tout à l'heure de la peste de Marseille. Malheureusement, c'est parce que ces mesures-là n'ont pas été suivies de façon rigoureuse que la peste qui était sur un bateau a massacré 30 000 personnes à Marseille. Pour une ville de 100 000 habitants, ça fait beaucoup quand même. Flaubert raconte justement dans son voyage au Proche-Orient comment il est arrivé dans un port dans l'actuelle Syrie ou Israël et il a été tout de suite enfermé. Mais il comprenait un peu pourquoi, mais il n'empêche qu'il pouvait quand même sortir et aller fréquenter les jeunes indigènes pour son plaisir. Donc, il était presque enfermé. Mais c'est vrai que on le sait, l'histoire, c'est une leçon d'humilité. Et aujourd'hui, on a l'impression d'inventer l'eau tiède, mais on essaie d'utiliser des recettes vieilles comme l'humain, quoi. Donc, mais cette collection, elle nous montre cela et elle nous montre. Alors, on l'a dit, il y a Toulouse. Vous êtes en train de lancer une collection sur Bordeaux. Et oui, voilà. Nantes. Strasbourg et Clermont-Ferrand. Ah, très bien. Voilà, alors Bordeaux, les premiers volumes vont sortir en septembre. Il y aura des textes, c'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on en parlait aujourd'hui avec Bernard Sédel. Les Bordelais ont fait des choix qui ne correspondent pas tout à fait au même type de titre que l'on a publié, puisqu'il y aura par exemple des ouvrages à connotation politique, notamment autour de la municipalité de Chaban-Delmas, qui a marqué profondément la ville de Bordeaux, et puis aussi des ouvrages sur l'évolution de l'urbanisme de la ville, à travers, par exemple, qu'à Bordeaux, on connaît sous le nom des échoppes, l'équivalent un peu de nos Toulousaines à Toulouse, peu ce type d'habitat populaire du 19e siècle, qui a subi des transformations assez importantes. Et il y a plusieurs titres comme ça qui vont être consacrés à l'évolution de l'urbanisme bordelais et à la vie politique bordelaise, également à certains aspects du Moyen-Âge, puisque Bordeaux a été une ville importante, notamment au moment de la guerre de Cent Ans, dans le camp anglais.
Donc, il y a une approche assez différente de chez nous, mais tout à fait intéressante et appropriée pour les Bordelais. Et les Nantais aussi ont lancé aussi un programme de publication qui va, je pense, sortir d'ici la fin de l'année. Et Clermont-Ferrand et Strasbourg aussi. Par exemple, on aura un titre de Strasbourg sur le Racing Club, oui, Oui, de Strasbourg, le club de football de la ville, un peu comme nous avons sorti un TFC bien à sûr, partir très haut niveau. du titre de champion de France, enfin, en tout cas la Coupe de France. Ouais. Non, Donc, non, c'est ça. Ah, il nous reste plus oui, oui, beaucoup de je vous en temps, prie. mais j'aimerais tout de même qu'on écoute Barbara, Bien justement, sûr. et ensuite on évoquera. Hop, voilà. Le temps de partager l'écran, c'est par là normalement. Oui, elle est là. Une date importante, 1967, et une chanson importante qui a marqué une étape aussi pour l'Europe. Décidément. Bien sûr, ce n'est pas la seule, ce n'est pas le poids de Vincennes, c'est bien vite de même. À Göttingen, pas de quai, pas de ramène, la pensée qui se traîne, et l'amour il fleurit quand même. À Göttingen, ils le savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elia et Hans. À Göttingen, que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes, mais Dieu, les roses sont belles. À Göttingen, et nous avons nos matins bleues, là, de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire, et nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Tant pis pour ceux qui s'étonnent, que les autres me pardonnent, que les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. En fait, ça m'étonne bien. Du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait prendre les armes, mon cœur serait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Bien joli tout de même, Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait prendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Magnifique Barbara, évidemment. J'ai toujours du mal après les grandes chansons à enchaîner parce que les mots remplissent un vide laissé par la musique et ce silence est beau, quoi, le silence après la musique. Tant pis, j'ai beaucoup parlé pour rien dire. Vanini, alors, bon, nous avons avec nous le spécialiste Didier Foucault, vous-même. Vanini à Toulouse, qui c'est ce Vanini? Alors en fait, c'est un Italien du Sud. Il était né dans ce qu'on appelait à l'époque le royaume de Naples. Et il d'abord était moine. Il est rentré dans l'ordre des Carmes. Puis très vite, il a eu des tensions sans doute avec son ordre, qui fait qu'on le retrouve à Venise dans un contexte assez conflictuel, notamment avec la papauté. Ce qui conduit d'ailleurs les responsables
le général Descarmes à prendre des sanctions disciplinaires contre lui. Et pour éviter ces sanctions, notamment l'Inquisition, il s'enfuit en Angleterre, se convertit à l'anglicanisme, mais il s'aperçoit que les anglicains sont aussi intolérants que les catholiques de l'époque. Donc, il négocie avec le pape un retour dans le monde catholique. On le retrouve à Paris. Il essaie de revenir en Italie. Comment? Et Toulouse, c'est où Toulouse? Voilà, il essaie de revenir en Italie, mais ça ne marche pas. Il publie 2 livres en France et l'un de ces livres est condamné par la Sorbonne. Et certainement, par le biais de protection, il était lié à des milieux aristocratiques influents à la cour, puisqu'à l'époque, c'était Marie de Médicis, donc une Italienne qui dominait la cour autour de 1615, la cour du Louvre. Donc, il avait pu entrer dans ces milieux italiens de la cour à Paris. Et grâce à certaines protections, il se retrouve auprès d'un grand aristocrate toulousain qui s'appelle Adrien de Montluc, qui a été son protecteur et qui est en même temps protecteur des lettres. C'était par exemple le protecteur de Goudouli, que les Toulousains connaissent. J'aimerais bien d'ailleurs qu'un jour on fasse un livre autour de Goudouli, parce que ça correspond à une période de renaissance de la poésie, de la culture occitane au tout début du XVIIe siècle. Et donc, Adrien de Montluc récupère Vanini, mais c'était un personnage assez imprudent, et par ses propos, il attire l'attention du Parlement d'abord des Capitouls, qui l'arrête, qui le transfère au Parlement de Toulouse, et après un procès, une instruction de 6 mois et un procès, il est exécuté. On lui coupe la langue, c'est le supplice réservé aux blasphémateurs, donc accusés de blasphème et athéisme. Et ensuite, il est étranglé, et c'est ça, et il est brûlé sur le bûcher, les cendres dispersées au vent pour qu'il ne reste plus de traces de ce personnage. Donc à Toulouse, on a deux célèbres exécutions iniques, celle de Calas et celle de Vanini. Voilà. C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes, mais oui, c'est vrai que Calas, on en parle beaucoup grâce à Voltaire, et Vanini, il faudrait qu'on en parle plus grâce à vous. Je n'ai pas la notoriété de Voltaire, je le regrette. et il a été, l'exécution a eu lieu sur l'actuelle place du Salin. Voilà, oui, c'était un des endroits où l'on faisait des exécutions à Toulouse. Calas, lui, a été exécuté place Saint-Georges. Oui. Il y avait plusieurs lieux d'exécution, la place Saint-Georges, la place du Salin. Il y avait la place Estrapade aussi, l'Estrapade, c'était un supplice. Donc, et son supplice, en fait, a quand même suscité une certaine émotion à Toulouse, mais aussi en France. Et on considère que Vanini a inspiré ce qu'on appelle le courant libertin, c'est-à-dire pas simplement, comme au XVIIIe siècle, des personnes qui vont se mettre en contradiction avec la morale rigoureuse, rigoriste même de l'Église, notamment sur les questions des plaisirs, de la sexualité, mais également aussi les libertins au XVIIe siècle, c'est ceux qui se détachent de la religion, soit de façon modérée vers le déisme, le panthéisme, soit de façon plus radicale, comme Vanini, vers l'athéisme. Et j'ai essayé de reconstituer sa vie à travers son parcours à travers l'Europe, mais aussi en lisant ses livres, essayer de comprendre comment cet athéisme qui était décrit de façon assez sommaire, notamment dans ce que l'on sait de son procès, comment cet athéisme pouvait s'appuyer sur une véritable conception du monde basée sur des données philosophiques, mais aussi scientifiques, correspondant à la science du début du XVIIe siècle, qui est très éloignée de la nôtre. On est juste allé un peu avant Galilée, si je puis dire, au tout début de Galilée. Et donc, Vanini appartient à la génération de savants antérieurs à Galilée, du point de vue culturel. C'est de comprendre comment, à partir de ces données, il a pu, d'une certaine manière, se bricoler une philosophie qui le permettait de se dégager complètement de la religion, ce qui à l'époque apparaissait comme assez inouï. Oui, et ce qu'il en reste à Toulouse, on voit qu'il en reste à la fois un courant, mais de manière très concrète, une stèle lui a été élevée en son hommage. Voilà, eh bien, alors c'est un peu à la suite de mes travaux, si je puis dire très modestement.
Et c'est surtout à l'initiative de l'association de la libre pensée qui avait pris connaissance de mes travaux et qui avait donc milité auprès de la municipalité. D'ailleurs, Jean-Luc Moudin, dans son premier mandat, et ensuite Cohen dans le mandat qui a suivi, ont participé à des manifestations place du Salin qui ont permis à la fois d'ériger cette stèle et en même temps de baptiser espace Vanini. La petite zone de la place du Salin s'appelle désormais Espace Vanini. Et il y a, mais je ne sais pas si ça aboutira, un groupe de personnes qui m'ont sollicité aussi et qui souhaiteraient qu'il y ait quelque chose d'un peu plus visible à travers l'œuvre d'un artiste, par exemple, qui évoquerait le supplice de Vanini. D'accord. Alors ça, c'est en discussion. Ouais. Pour l'instant, on n'a que cela. Oui, mais là encore, c'est grâce à cette collection que il existe vos travaux, évidemment, mais pour monsieur et madame tout le monde, grâce à cette collection, on a... Oui, parce que ma thèse est illisible, enfin, ça n'a pas d'intérêt pour des gens qui ne s'intéressent pas de façon très pointue à ces sujets. En revanche, faire un petit livre qui rappelle les éléments essentiels, c'était quand même important pour Toulouse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Didier Foucault de nous avoir présenté cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéennes. C'est vraiment une collection importante, une collection très agréable et donc on peut la trouver chez tous nos libraires à Toulouse. Et puis, je pense que ce sont des livres qu'il faut lire, qu'il faut offrir parce que y compris à un collégien à partir de la troisième facilement, collégien, lycéen. C'est beaucoup de plaisir et de savoir rassemblés en des petits volumes. Donc, c'est de beaux objets. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour d'autres parutions, peut-être dans quelques volumes encore. Merci. Merci pour votre invitation et je suis à votre disposition. Et à très bientôt. On vous écoutera sur Colavige. Pour l'instant, on pourra vous retrouver sur la page YouTube d'Hebraïka, qui est très, très fréquentée. Donc, c'est une très bonne chose et j'en suis très heureux. Merci encore. Je mets la page de générique, mais je vous dis, hop, et la voilà. Et merci, et au revoir, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. Très bien. Merci. Bon. Non, c'est super agréable. 55 minutes, je suis content. La radio va être contente, moi aussi. Je vais leur passer, ça va être mis, mais alors pas avant juillet, parce que là, ils sont en pleines élections, machin, truc. Mais non, c'est agréable. Et j'encourage Bernard à vous faire aller dans les médias parce que c'est très agréable de deviser avec vous et quand on fait les interviews, ça fait du bien. C'est à la fois plaisant, vous remplissez, c'est-à-dire vous arrivez à la fois développer sans jamais ennuyer. Donc c'est un régal. Très bien, je suis ravi en tout cas. Eh bien, à bientôt alors. À très bientôt. Merci. Je vais arrêter la transmission. D'accord. Même si on est voilà. Au revoir et merci. Au revoir, merci bien. Et donc on fera la pub maintenant pour YouTube. Merci Didier, Bernard. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Je téléphone. Au revoir.